Donc, deuxième conférence, les éducateurs de l'enfance dans les réseaux préscolaires ou un trouble dans l'expertise qui vise vraiment cette fois à répondre aux questions un peu suivantes. Vraiment, qu'est-ce que ça signifie d'être un éducateur de l'enfance ou une éducatrice de l'enfance dans le cadre d'un travail en réseau? Alors encore une fois, c'est le travail en réseau sur lequel j'ai enquêté moi, c'est-à-dire un réseau particulier qui est le réseau des réseaux préscolaires, les réseaux qui ont lieu avant l'entrée à l'école de l'enfant. D'accord, mais je pense qu'on peut largement étendre les observations que j'ai pu faire à des réseaux qui ont lieu ensuite pendant la scolarité. Et puis évidemment, à quelle épreuve pratique et symbolique ce mode de collaboration soumet les éducateurs et les éducatrices de l'enfance. Alors, pour cette conférence, j'ai sciemment pas fait de plan. Parce que si j'avais fait un plan, si j'en ai fait un à la base, mais je l'ai supprimé genre une demi-heure avant de venir, en me disant que si je vous le présentais, c'était trop dommage parce que je vous bouffais en fait tout le grain en fait de la découverte de ce que moi j'ai pu voir sur le terrain, des choses qui m'ont choqué, des choses qui m'ont interloqué, des choses qui m'ont attristé, mais en tout cas toutes des choses qui font étrangement, et on ne s'est pas coordonné, toutes des choses qui sont étrangement en connivence avec en tout cas les témoignages des professionnels que je viens d'entendre. Alors, je vais essayer de mettre d'autres mots sur, en tout cas, ce que les éducateurs et les éducatrices de l'enfance vivent vraiment dans ces réseaux face à ces autres professionnels. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a une continuité qui n'a pas été, programmée, mais en tout cas, je pense que ça va faire écho de manière assez évidente par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, première partie, une participation plus ou moins contrainte. On entend généralement que si un réseau fonctionne ou si un réseau ne fonctionne pas, c'est très lié à la participation des protagonistes, des professionnels et des parents. Un réseau qui fonctionne, c'est un réseau où les professionnels et les parents participent à la vie en réseau, c'est-à-dire qu'ils échangent, ils font circuler l'information, ils sont présents et ils sont présentes lors des rencontres, ils font passer des mots, ils échangent des mails, ils sont actifs sur le groupe WhatsApp. Voilà, tous ces petits événements en fait, qui font que la participation est reconnue en fait, à la fois comme quelque chose qui est une retombée bénéfique d'un réseau qui fonctionne, d'accord ? Mais c'est aussi la participation en tant que concept politique, au sens de vraiment participer à un dispositif participatif comme est le travail en réseau, hein, puisque c'est rien de moins que ça, c'est vraiment un dispositif démocratique, délibératif, où les gens sont censés participer. La participation est vraiment au cœur du travail en réseau, c'est vraiment sa raison d'être. Sans participation, il n'y a pas tellement de réseau, vous êtes d'accord? Vous avez vu le hiatus, hein. sans participation des personnes qui sont partie prenante du réseau, le réseau n'existe pas, tout simplement. Et pourtant, on a tendance à considérer, et ça pas seulement dans le cadre du travail en réseau, mais de manière plus générale, qu'à partir du moment où on propose un dispositif qui promeut la participation des personnes, des parties prenantes, c'est bien. Alors, j'ai envie de vous dire oui, c'est bien. Enfin, c'est mieux qu'effectivement de décider ou de parler à la place des autres, évidemment. Mais il importe d'avoir un regard un peu critique par rapport à cette norme de participation, dans la mesure où on a tendance à effectivement à la considérer comme un bien en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on propose un dispositif où les personnes peuvent participer, c'est bien. La question qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi les personnes participent. Et en regardant un petit peu dans ces réseaux préscolaires pourquoi les personnes participaient, je me suis rendu compte que les logiques d'enrôlement dans le travail en réseau, quelles sont les raisons, quels sont les motifs de la participation des personnes aux rencontres, ne serait-ce qu'aux rencontres des réseaux, donc les rencontres en présentiel des personnes, sont très différentes, extrêmement différentes selon que ce soit des éducateurs ou des éducatrices de la petite enfance, des thérapeutes ou des médecins. Je vous mets en italique des exemples, des extraits de mes entretiens ou des observations. Là, c'est une éducatrice de la petite enfance qui me dit « On a donc une obligation de participer à ces réseaux, d'être présente. Si je suis la référente donc de l'enfant, on est d'accord, hein, c'est obligatoire. Alors, il n'y a personne pour me remplacer, ben voilà, je ne peux pas y aller.
Mais sinon, je suis obligé, des fois d'ailleurs, je suis obligé, même si je ne sais pas trop pourquoi. Donc le manque de sens de la réunion de réseau, si on a entendu qu'elle pouvait apparaître pour les parents, elle apparaît aussi pour certains des professionnels. Mais ce qui fait la particularité de ces éducateurs et de ces éducatrices de la petite enfance, c'est que ne pas participer au réseau, c'est une faute professionnelle. Généralement, c'est inscrit dans leur cahier des charges. C'est pris souvent comme temps de préparation, notamment. Et du coup, ne pas aller à une rencontre de réseau, il faut... Alors, ils ont des marges de manœuvre. Ils et elles ont des marges de manœuvre pour ne pas participer. Mais des fois, on est à la limite de ce qui est en ordre par rapport à leur cahier des charges. Par contre, si on regarde un petit peu pour quelles raisons les thérapeutes et les médecins participent aux rencontres de réseau, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même logique. Les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance sont obligés de participer, alors que par exemple, si on regarde les thérapeutes, que ce soit, donc j'ai rencontré des ergothérapeutes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychomotriciens, psychomotriciennes et logopédistes. Voilà, ces 4 types de thérapies-là. Généralement, ce qui prédomine, ce qui prévaut, c'est qu'ils vont dans les réseaux par souci d'éthique envers l'enfant ou le parent. Ce n'est pas du tout une obligation. Généralement parce qu'ils travaillent aussi de manière libérale, c'est-à-dire qu'ils ont pour leur propre cabinet, ils peuvent définir s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas. Il faut aussi prendre en compte pour les thérapeutes que selon le type de thérapie qu'ils exercent, la participation au travail en réseau n'est pas rémunérée de la même manière. Par exemple, je crois que les logopédistes et les psychomotriciens et psychomotriciennes, ils ont un tarif forfaitaire dans la prise en charge des enfants. Ce qui fait que la participation au temps du réseau ne leur est pas payée. D'accord ? Alors là aussi, ils ont des marges de manœuvre aussi plus ou moins licites pour essayer de faire sauter une séance avec l'enfant parce qu'ils ont déjà pris 2 heures dans la semaine pour être présents au réseau. Mais voilà, encore une fois, on joue avec les limites de ce qui est légal. D'accord ? A l'inverse, si on regarde les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, sont payés à l'acte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont dans un réseau pour parler de l'enfant, ping, il y a quelque chose qui tombe dans le porte-monnaie. D'accord ? Donc là aussi, il y a des inégalités, évidemment, entre les thérapeutes en termes économiques. Mais généralement, ils ont des marges de manœuvre beaucoup plus importantes par rapport à leur participation aux rencontres que les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance. Si on prend le cas des médecins, alors les médecins, ils ont encore plus de largesse par rapport à la participation au travail en réseau, puisqu'ils viennent, en tout cas de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils viennent aux rencontres de réseau uniquement quand on leur adresse une question particulière auquel eux seuls peuvent répondre. C'est-à-dire qu'à un moment donné où ils peuvent en gros apporter leur expertise médicale parce qu'elle répond à un besoin, à une demande qui a été formulée avant la rencontre. Donc vous voyez en fait que les logiques d'enrôlement derrière la participation aux rencontres ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des régimes d'enrôlement qui sont plus ou moins contraignants, qui autorisent plus ou moins de marge de manœuvre de la part des professionnels. Et vraiment, les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance prennent de plein fouet en fait ce que Julien Damon appelle la dictature du partenariat, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps obligés de travailler en partenariat. Toute prise en charge, toute intervention qu'ils ou elles feraient sans commencer autour d'enfants à besoins éducatifs particuliers, sans travailler en partenariat, sans se mettre en dialogue avec les thérapeutes ou des médecins, serait d'emblée disqualifié. D'accord ? Et d'après moi, en fait, alors ça c'est une interprétation de ma part, mais le degré de liberté qu'ont les professionnels à l'égard de leur participation au travail en réseau est une forme de pouvoir. C'est une forme de pouvoir puisqu'à partir du moment où les protagonistes sont pris dans le réseau, qui sont inscrits comme membres du réseau, ils ne sont pas égaux face au travail collectif qu'ils requièrent. Évidemment, puisque effectivement les professionnels de l'éducation, alors là je parle effectivement des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance, mais on pourrait élargir ça par exemple aux pédagogues des services éducatifs itinérants, pour qui aussi évidemment, en plus de prendre en charge souvent l'organisation des réseaux, tout ce qui est annexe, sont aussi obligés, c'est dans leur cahier des charges, de participer à ces rencontres. Ils et elles ont peu de marge de manœuvre par rapport à ça. Et pour moi, c'est un indice d'une hiérarchie, c'est un premier indice d'une hiérarchie professionnelle dans ce travail en réseau qui est censé justement aplanir cette asymétrie préexistante. Ensuite,
Deuxième élément, si on écoute un petit peu les éducateurs et les éducatrices de la petite enfance, il y a un fort sentiment d'illégitimité qui transparaît dans les couloirs, dans les moments de discussion informelle, mais également dans les entretiens tout à fait formels enregistrés que j'ai pu avoir avec elles et eux. Je vous en livre deux extraits. Un premier extrait où vraiment cette éducatrice de la petite enfance me raconte qu'en gros, vraiment aller dans un réseau, devoir prendre la parole, ça fait tout à fait écho à l'un des, je ne retrouve plus les mots du témoignage qui a eu lieu avant, mais ça fait tout à fait écho à l'un des témoignages d'avant, qui est vraiment, c'est un effort quoi, de prendre la parole dans ces moments-là. De prendre la parole face à ces autres professionnels, c'est un effort et c'est en quelque sorte un rite de passage. À un moment donné, voilà, c'est le baptême du feu, tu vas dans un réseau et tu dois prendre la parole, tu dois à un moment donné démontrer que tu es un professionnel ou une professionnelle comme les autres. Le deuxième extrait, c'est beaucoup plus franc du collier, puisque cette éducatrice à la petite enfance me dit très clairement que quand je lui demande comment ça se passe dans le réseau avec les autres professionnels, elle me dit nous ça se passe mal. Voilà. Nous les éducatrices généralement on est pris pour des grosses connes, voilà. Et puis elle montre bien tous les efforts qu'elle fait pour essayer de spécialiser sa manière de parler, tout simplement. Avoir les bons mots, pouvoir mettre les bons mots sur des bons comportements, pour pouvoir à un moment donné garantir que son langage est légitime. Mais dans ces deux extraits-là, ce qui ressort de manière très forte, d'après moi, c'est justement ce sentiment d'éligibilité des professionnels et des professionnels de l'éducation, et particulièrement celle des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance. Pour les pédagogues des services éducatifs itinérants, c'est un petit peu différent, dans la mesure où généralement ils ont un niveau de diplôme de niveau master, et puis du coup ils ont d'autres armes sous le coude pour faire valoir un peu leur expertise. Donc ce sentiment d'illégitimité, excusez-moi, c'est qu'on voit en fait apparaître dans ces extraits-là, dans un dispositif qui est censé justement faire travailler, encore une fois, au sens d'une égale contribution des personnes autour de la table, comme je vous avais dit à la fin de la première présentation. En fait, derrière ça, il y a une hiérarchie professionnelle qui se rejoue dans ces réseaux. Une hiérarchie professionnelle qui existe par ailleurs, qui existe en dehors de ces réseaux, mais ce dispositif qui est censé aplanir, à un moment donné, mettre en sourdine cette hiérarchie-là, en fait, elle ne fait que les reproduire. Elle ne fait que les reproduire et peut-être qu'elle les concentre. Parce que ce sont des interventions souvent très courtes dans les rencontres, ce sont des interactions qu'on a de manière très épisodique, et du coup, la ponctualité de ces moments fait que ce n'est plus un sentiment diffus, c'est vraiment un sentiment qui est pris de plein fouet, en fait, par les professionnels de l'éducation. Et cette hiérarchie professionnelle qui se joue dans ces réseaux, elle se joue sur fond d'un ordre des savoirs. Alors ça vous paraît très barbare ce que je suis en train de vous dire, mais en fait c'est très simple. Vous savez que quand il s'agit de prendre en charge, de travailler avec des enfants, et a fortiori avec des enfants en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier, certains types de savoirs sont considérés comme étant plus légitimes que d'autres. Certains savoirs occupent le haut du panier, alors que certains autres savoirs occupent plutôt le bas du panier. C'est un ordre des savoirs qui s'est constitué de manière historique, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais généralement les savoirs de type médico-psychologique, voire thérapeutique, occupent vraiment, encore une fois, le haut du panier, qu'ils ont vraiment, ils accaparent toute l'attention, et puis la maîtrise de ces savoirs-là, c'est la garantie d'une démonstration d'une expertise. Et en fait, plus on maîtrise des savoirs de type médico-psychologique, plus on en a une maîtrise fine, plus on a de chances d'être légitime au moment où on doit prendre la parole. Parce qu'on peut déployer un jargon, pour reprendre un terme qui est sorti dans un des témoignages, on peut déployer un jargon qui nous crédite d'une certaine respectabilité professionnelle, d'une certaine expertise, voire d'une certaine expertise scientifique. Et vraiment, le langage ici a une dimension majeure, puisque vous savez très bien que lors de ces moments de rencontre de réseau, ce qui est principalement mis en jeu, c'est la prise de parole. C'est la manière dont les personnes prennent la parole et défendent leur bout de gras, entre guillemets, leur vision de l'enfant, leur définition de la situation, les modalités de scolarisation qui seraient les plus adaptées à l'enfant.
Finalement, c'est autour de ces prises de parole, c'est autour du langage que se joue cette hiérarchie-là. Et le langage est un médium de cette inégalité. Je me rends compte que j'ai peut-être traité un peu vite. C'est OK? Oui, OK, d'accord. Le langage, c'est vraiment un instrument d'objectivation, vraiment, ça objective vraiment une hiérarchie entre les professions, puisque à travers le langage, on peut à un moment donné montrer qu'on est expert ou experte. Et c'est à travers le langage qu'on voit une hiérarchie se créer entre les professions les plus spécialisées, les plus spécialistes, et les professions les plus généralistes. Et j'ai le regret de vous annoncer, et vous le savez probablement déjà d'avance, c'est que malheureusement, les médecins et les thérapeutes ont souvent des discours qui accaparent toute l'attention. Je fais juste une petite digression très rapide. Ça m'est déjà arrivé d'entendre dans ces observations de rencontres de réseau, des fois, j'ai pris en note plusieurs lignes, donc des fois 5-6 minutes de discours d'un thérapeute ou d'un médecin. Je n'ai absolument rien compris. C'est une suite de mots. C'est un peu comme les rapports des médecins. C'est une suite de mots qui... Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que finalement, en fait, le réseau, c'est aussi une arène où on doit exposer son expertise pour montrer qu'on est aussi expert que les autres professionnels, vous voyez. Et là, vous partez pas forcément vainqueur, malheureusement. Alors, je me permets, même si ce monsieur fait peut-être un peu peur à certains ou certaines d'entre vous, Pierre Bourdieu, il m'a fait peur très longtemps, je vous rassure, mais c'est vraiment assez brillant quand même. Bref, dans son livre Le langage et le pouvoir symbolique, il écrit cette phrase que je trouve qui entre très bien en résonance avec la situation des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance dont je vous ai parlé avant. Il dit « La compétence suffisante pour produire des phrases susceptibles d'être comprises peut être tout à fait insuffisante pour produire des phrases susceptibles d'être écoutées, des phrases propres à être reconnues comme recevables dans toutes les situations où il y a lieu de parler. Ici, encore, l'acceptabilité sociale ne se réduit pas à la seule grammaticalité. Les locuteurs dépourvus de la compétence légitime se trouvent exclus en fait des univers sociaux où elle est exigée ou condamnée au silence. » C'est assez fort quand même, mais ça fait étrangement écho à ce que nous dit, si je me permets de revenir, la deuxième éducatrice. Mais aussi de manière plus indirecte par rapport à la première. Donc voilà, le sentiment de légitimité il vient aussi forcément d'une inégale maîtrise des savoirs jugés légitimes et cette capacité aussi à les mettre en mots. Il y a deux autres sources liées à ce sentiment d'illégitimité des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance. C'est la deuxième source que je voulais mentionner, c'est un sentiment d'atrophie d'expertise. Donc, encore un extrait d'une éducatrice de la petite enfance. Donc, P, c'est la professionnelle, I, c'est l'intervieweur, donc c'est moi. Où elle me raconte en fait que, elle entend régulièrement les autres professionnels. Donc, quand elle dit les autres professionnels, c'est sous-entendu les professions qui ne travaillent pas dans l'éducation, qu'elle a vu un petit peu comme la dame au jeu. Voilà, la dame qui joue avec les enfants, qui leur donne à manger, qui les nettoie, enfin voilà, vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et elle me dit même directement, ah non, on nous le dit dans des réseaux, c'est pas seulement des bruits de couloir, les gens me le disent également en face quand on arrive. Voilà. Bon, et quand je parle d'atrophie de l'expertise ici, c'est très clairement ça. C'est-à-dire que c'est qu'à un moment donné, quand je parle d'atrophie, c'est vraiment une réduction disqualifiante de l'expertise des éducateurs et des éducatrices de l'enfance. C'est que ce n'est pas une réduction au sens uniquement, une réduction par exemple de l'expertise médicale, on l'amène à se prononcer sur un point particulier du développement de l'enfant, qui est plutôt une réduction mais valorisante pour le professionnel. Là, on a vraiment une atrophie qui est vraiment finalement la portion la moins valorisante par rapport à vous, qui avez un diplôme, qui êtes des professionnels. Et vraiment, là, il y a ce discours-là qui vient vous ramener vraiment à une portion totalement congrue, qui est simplement de s'asseoir avec l'enfant et puis de jouer avec lui ou de lui mettre des jeux libres, quoi. Et là, il ne faut pas... Voilà, il y a quelque chose qui mérite d'être remis au centre de l'arène, hein, qui est cette question de l'emprise du genre et puis de tout ce travail de care, donc ce travail de prise de soin d'autrui. Hein. Je pense que les personnes présentes en témoignent. En tout cas, vous savez très bien que les métiers de la petite enfance, mais les métiers d'éducation en général, sont majoritairement féminins.
D'accord? Et que du coup, de manière historique, s'est constituée cette idée en fait que le travail de prise en charge des enfants, alors que c'est le travail de soins, c'est le travail de soins de toutes les formes que ce soit, mais c'est le travail aussi de jouer avec l'enfant, d'être avec lui au quotidien, c'est un travail naturel. Voilà, c'est naturellement dans les dispositions des personnes de sexe féminin. Et puis du coup, ce travail de care, en fait, sa particularité, c'est qu'il est invisible jusqu'au moment en fait, où il est absent. C'est ça sa grande particularité, c'est qu'on ne le reconnaît pas comme tel à partir du moment où il est présent, on le reconnaît à partir du moment où il est absent. C'est parce que tout d'un coup, à un moment donné, vous ne jouez plus avec l'enfant, que vous surfez, vous frisez avec la négligence ou des choses comme ça, que tout d'un coup, vous n'êtes plus dans une bonne professionnelle. D'accord? À partir du moment où vous faites tout ce qui est requis dans le care, vous êtes une bonne professionnelle. Ça ne fait aucun doute. D'accord? Et ce travail de jouer avec les enfants fait partie de cette sphère de tâches en fait, qui gravitent autour de ce qu'on désigne par le care et qui est invisible jusqu'au moment en fait, où il est absent. Et on peut se demander si ce n'est pas un phénomène de déjà-vu. Hein. Frédéric Giuliani et si quelqu'un a le prénom, quelque chose Pécou, on travaillait justement sur ces histoires de relations entre les éducateurs et éducatrices de la petite enfance et les parents, et montre que c'est quelque chose qu'elles vivent déjà de manière ordinaire en fait, avec les parents. Ce sentiment d'atrophie de l'expertise où vous avez déjà... S'il y a quelqu'un qui peut lever la main dans cette salle et qui me dit qu'il n'a jamais vécu ça, c'est ce sentiment en fait, où les parents arrivent, vous donnent l'enfant et vous disent « Amusez-vous bien aujourd'hui. Jouez bien. » Voilà. Comme si votre quotidien allait être rythmé simplement par les jeux de l'enfant. Non, quand on voit un petit peu, pour les personnes qui fréquentent ce monde de la petite enfance, quand on voit à quel point il est violent pour les enfants, mais violent pour nous aussi en tant qu'adultes, on a un peu de peine à adhérer à ce type de discours-là, et puis l'atrophie de l'expertise qu'ils et elles peuvent ressentir est d'autant plus violent, justement, mais qui, dans le cas de situations extraordinaires, on va les qualifier d'extraordinaires, les situations extraordinaires de prise en charge d'enfants à besoins éducatifs particuliers, en fait, ça s'ajoute à quelque chose que les personnes vivent déjà au quotidien, en fait. Alors, la fausse bonne solution, d'après moi, et ça va être le seul conseil pratique que je donnerai ici, c'est que j'ai rencontré une formatrice qui travaille avec des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance et qui me disait « Ah, moi j'ai une étudiante qui est venue et puis qui m'a dit, en fait, pour éviter ce sentiment d'être une professionnelle, en fait, un peu de... Voilà, pas vraiment une professionnelle, en fait, moi je concentre toute ma prise de parole autour vraiment de la prise en charge factuelle de l'enfant. » Donc c'est vraiment, tout d'un coup, il y a... En fait, on anticipe le stigmate, vous voyez. À un moment donné, on démine le terrain, voilà, on parle uniquement de la prise en charge quotidienne, on reste très factuel et on évite justement de faire du braconnage dans certains savoirs qu'on ne maîtrise pas forcément aussi bien que les autres personnes qui sont en face de vous. D'après moi, le fait de réduire votre prise de parole à cette unité d'expertise, c'est une fausse bonne solution. Ça vous sauve sur le moment, mais ça ne fait que renforcer le stéréotype. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est un effet pervers qui est, vous voyez en fait, cette éducatrice de la petite enfance, en fait, elle fait que ça. D'après moi, une des solutions qui serait à explorer, et que j'ai déjà vu pratiquer en réseau qui marche assez bien, c'est soit d'y aller par deux, soit d'avoir un membre de la hiérarchie directe qui accompagne la personne au réseau. Ça amène tout de suite plus de poids à la parole de l'éducateur ou de l'éducatrice. Je sais qu'il y a des contraintes budgétaires, je sais qu'il y a des contraintes temporelles, évidemment, tout ça vient en ligne de compte, mais d'après moi, ce serait en tout cas une piste à explorer, plutôt que d'imaginer, en fait, non, on anticipe le stigmate et puis on se concentre uniquement là-dessus. Un dernier point, qui est une dernière source d'illégitimité au-delà du langage et puis d'une espèce d'atrophie de l'expertise, c'est que les éducateurs et les éducatrices de l'enfance se retrouvent dans la chaîne de la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers à une place particulière, une place d'exécutant ou d'exécutante.
Je vous reprends, j'ai reconstruit un dialogue que j'ai eu autour d'une même situation, d'un même enfant, plusieurs moments, en fait, qui permettent d'essayer de voir un petit peu ce que j'entends par là. Donc là, je suis sur le terrain, hein, voilà, je suis assis par terre, je joue avec l'enfant. Voilà. Où vraiment, tout d'un coup, j'observe du coup, une interaction entre l'éducatrice de la petite enfance référente et puis cette petite Fanny, donc du coup, qui est une des enfants que j'ai suivis, qui me dit, voilà, allez, lève-toi, il faut qu'on travaille ici, il faut qu'on travaille là, ça, sinon, vraiment, Audrey, la physiothérapeute, ne va pas être contente. Donc ça, c'est le 26 du 2. Puis moi, je note ça dans mes notes de terrain, mais sans savoir vraiment encore ce que je vais en faire, parce qu'il y a plein de choses dont je ne savais pas ce que j'allais en faire, bien sûr. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne me rappelle plus très bien, je rencontre justement cette éducatrice de la petite enfance. Et puis du coup, dans le fil de la discussion, elle me dit, donc vraiment, c'est vrai que les thérapeutes ne se rendent pas forcément compte de la réalité du terrain, qu'on est en collectif, qu'on ne peut pas faire exactement les mêmes choses. Mais vraiment, on a réussi à faire des compromis avec la physiothérapeute, et puis ça marche plutôt bien. En gros, c'est ce qu'elle me dit, elle est relativement contente de sa collaboration. Je suis là, bon, ça c'est bien. Et en fait, quand je vais rencontrer la physiothérapeute en question, la physiothérapeute me dit en fait que c'est super de travailler avec Virginia, hein, parce que des fois, elle travaille sur des éducateurs qui ne sont pas du tout d'accord de reprendre les conseils qu'on leur donne, vous voyez? Et du coup, qui en font soit qu'à leur tête, soit qui essaient des trucs qui ne sont pas en accord avec les thérapies élaborées dans les cabinets. Et qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Enfin, c'est aberrant. On se rend compte que, d'un côté, la physiothérapeute, en fait, elle est capable de juger si l'éducatrice de la petite enfance est une bonne professionnelle à l'aune du fait de ce qu'elle reprend comme conseil. C'est un peu aberrant quand même, non? Voilà. Donc vraiment, les éducateurs et éducatrices de l'enfance se retrouvent justement souvent confrontés à ce rôle d'exécution des pratiques thérapeutiques, des pratiques de prise en charge. Et puis c'est vraiment exécuter des pratiques qui sont conçues vraiment dans des cabinets aseptisés des thérapeutes. Alors quand je dis aseptisé, c'est aseptisé par rapport à votre réalité quotidienne. Bien sûr, hein, c'est la réalité quotidienne on est un adulte pour 7 ou 8 enfants, et puis qu'il y en a un qui est aux toilettes, et puis qu'il y en a un autre qui est en train de monter sur un autre qui est en train de se changer pour la sieste. Enfin, vous voyez ce type de réalité-là, en fait, où voilà, le collectif impose ses propres règles qui n'ont pas cours, en fait, dans un cabinet où on est en relation face à face avec l'enfant. D'accord? Mais généralement, les thérapeutes reconnaissent assez volontiers que la prise en charge simplement hebdomadaire, une fois, ne suffit pas pour aider l'enfant, et du coup, il faut que la prise en charge soit élargie, qu'il y ait de plus en plus de personnes autour de l'enfant qui prennent ça en charge. Mais ça ne change pas la posture d'exécution attendue des éducateurs et des éducatrices de l'enfance. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres domaines. Ce n'est pas uniquement dans les réseaux préscolaires. Si on regarde dans l'enseignement spécialisé vaudois, Virginie Oberholzer montre très bien à quel point les savoirs thérapeutiques et les savoirs médicaux ont la main haute, quoi. Ce sont des savoirs surplombants auxquels on se soumet, et puis voilà, en gros, on fait ce qu'ils nous disent, et puis on n'a pas tellement le choix. Pour reprendre une recherche qui a été menée par Morgan Cuny et puis Laurent Beauvais sur les institutions socio-éducatives, ils montrent très bien à quel point ce rapport justement entre les pratiques thérapeutiques et les pratiques de type éducative, dans ce jeu-là, en fait, les pratiques thérapeutiques, c'est la voix de Dieu, pour reprendre l'extrait dans l'entretien qu'ils mettent en avant dans leur article. C'est la voix de Dieu, et puis on ne remet pas ça en question. Et finalement, il est important de faire toujours des relations pour essayer de comprendre ce qui se joue dans les situations de réseau. Il est important de faire de tirer des parallèles avec d'autres situations professionnelles, interprofessionnelles. Et d'après ça, le monde de la santé est particulièrement parlant. Et je prends appui sur un travail de Kevin Toffel qui a travaillé sur les infirmiers et les infirmières et leur rapport aux médecins. Et d'après moi, ce qu'il a sorti là, en termes d'oxymore,
qui a été sorti dans un entretien, quand il dit on est un peu autonome sur délégation médicale, c'est exactement ce que l'éducatrice me dit avant. Oui, j'ai une bonne collaboration à partir du moment où je fais ce qu'elle me dit. Vous voyez? Et en fait, on voit que ce rapport en fait, entre les éducateurs de la petite enfance et les thérapeutes ou les médecins est du même type que le rapport en fait, que les infirmiers et les infirmières avec les médecins. En fait. Vous êtes les bras des thérapeutes, pour le dire de manière un peu brutale comme ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si vous n'êtes pas les bras des thérapeutes, vous avez le risque d'être vu comme un éducateur ou une éducatrice un peu récalcitrante, quoi. D'accord? Quelques réflexions de fin. Il est important de prendre en compte la charge identitaire en fait, des épreuves auxquelles vous êtes soumis et soumises en tant qu'éducateur de l'enfance, éducatrice de l'enfance dans ces réseaux. Ce sont vraiment des épreuves, toutes celles que j'ai mentionnées, ce ne sont pas simplement des épreuves d'ordre pratique, mais c'est vraiment des épreuves qui vous bousculent dans votre identité de professionnel à proprement parler. Hein. Et puis il y a comme un effet paradoxal qui se décline ici, c'est que finalement vous êtes les professionnels les plus proches de l'univers scolaire que va fréquenter l'enfant, et pourtant vous êtes la voix la moins écoutée généralement. Vous êtes généralement la voix qu'on prend le moins en considération, où il faut se manifester, où il faut pousser un petit peu du coude, il faut montrer qu'on est là. Mais généralement, en fait, on va prendre en considération plus facilement la voix des thérapeutes ou des médecins. Et donc, il y a vraiment une frontière ici, en tout cas dans ces réseaux, vraiment entre les participants et les participants de plein droit et les participants de seconde zone. Alors, quand je qualifie parents de plein droit et de seconde zone, ce n'est pas dans un but normatif, c'est simplement pour vous dire, pour avoir un regard clair sur la position qu'occupent les différents professionnels dans le réseau. D'accord ? Au-delà des discours bienveillants, louables sur l'égalité, l'aplanissement des hiérarchies professionnelles à partir du moment où on travaille en réseau, l'écoute des uns et des autres, la symétrie des voix, en fait, non. Ça, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de mon terrain, et vu les acquiescements en fait, dans la salle, au moment où je vous ai dit ces quelques mots, il me semble que c'est quelque chose que vous avez pu vivre aussi. Non, il y a si vous êtes plutôt d'emblée vus comme des participants de seconde zone, il faut vous battre pour être vus comme des participants de plein droit à ces réseaux et avoir voix au chapitre. Voilà, je vous remercie.